Donc, on a vu la dernière fois, je vais vous donner quelques principes. Ok, le principe de l'absorption sismique, comment elle se passe entre un calcul élastique et la possibilité de plastification de la structure. On a vu qu'en général, que il y avait deux parties. Donc par rapport à, on a vu que par rapport à l'effort, l'effort élastique, sismique, qui est très important, dû au déplacement de la structure quand il y a une excitation sismique. On a vu qu'on peut utiliser la ductilité, c'est-à-dire la zone de plastification, la plastification de la structure, pour absorber en partie l'effort sismique. Et on avait dit que généralement c'est le déplacement qui va conditionner cette possibilité de plastification. On avait deux structures, une structure élastique, on avait une structure parfaitement élastique, avec un déplacement cible ici, x de t, BO max. On peut l'atteindre de deux façons, soit par une façon purement élastique, avec l'effort qui devient très important, que la structure reste dans sa limite élastique, ce qui n'est pas avantageux, parce qu'un séisme, c'est quelque chose d'accidentel. Elle peut arriver, comme elle ne peut pas arriver. On ne peut pas s'amuser à dimensionner des structures avec un effet élastique. Ça va coûter les yeux de la tête. On avait dit qu'on peut donc utiliser la plastification. On peut utiliser la plastification de la structure. Donc la structure rentre dans le domaine plastique. Elle rentre dans le domaine plastique, où elle va absorber l'énergie sismique par plastification, par dissipation d'énergie. Okay. Donc la structure va être plastifiée, mais sans ruine. La ruine, elle est interdite. Et là, on a vu qu'on peut donc réduire l'effort de dimensionnement. Il devient très petit par rapport à celui-là. Et on a vu en général que généralement, ça va dépendre de la ductilité de la structure. Et on a vu que, par exemple, pour une ductilité de 5, on avait dit que 1/5, c'est l'effort. C'est là, il est repris par l'effort. C'est carrément un effort de calcul. C'est l'effort de calcul. Et les 4/5 sont repris par ductilité. Okay. Donc ici, d'un point de vue sismique, nous avons deux aspects. L'aspect calcul. Dans l'aspect calcul, on utilise une partie de l'effort, une partie ici, une partie, c'est le domaine élastique, et les autres sont absorbés par plastification, par ductilité, c'est-à-dire par plastification. Sont absorbés par plastification. C'est pour ça que, au niveau calcul, ce n'est pas vraiment très important. La phase calcul n'est pas vraiment très importante. Mais les 4/5 sont les plus importants. Dans les 4/5 dans la ductilité, il n'y a pas de calcul dans la ductilité. C'est des conditions constructives. Généralement, je peux appeler ça, tout ça, ça appartient au domaine de réalisation. Au domaine de réalisation. Les 4/5 sont repris par une bonne exécution et de bonnes conditions constructives qui seront définies après dans le domaine de la ductilité. C'est-à-dire, pour assurer la ductilité, il faut respecter beaucoup de conditions constructives. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne réalisation. Et c'est pour cela que quand une structure n'est pas bien réalisée, elle ne peut pas résister à un séisme.
Parce qu'elle ne peut résister qu'à 1/5 de l'effort total. Les 4/5 n'existent pas parce qu'ils n'ont pas été bien repris au niveau de construction. Et donc, généralement, dans les constructions, quand on dit dans les constructions parasismiques, les 4/5 ou les 3/4 sont repris au niveau de la réalisation. Donc, il faut une très bonne exécution et une très bonne aussi conception de la structure. Parce que quand on fait un calcul, en général, un calcul c'est un modèle. Ce n'est pas une réalité le calcul. Le calcul c'est un modèle. Je vous connais quelqu'un normal. En général, le calcul, c'est une modélisation. On va modéliser la structure. Donc c'est un modèle, ce n'est pas la structure réelle. C'est un modèle. Donc le modèle de comportement, si j'ai une structure, je vais la modéliser. La modélisation en général, c'est idéaliste. C'est quelque chose d'idéal. Parfaitement parfait. Mais au niveau conception, au niveau comportement réel, on ne le sait pas. On ne sait pas réellement comment va se comporter une structure quand vous avez une séisme. On ne sait pas réellement. On fait une modélisation, c'est une approche. C'est tout à fait. Peut-être que ce sera le contraire par rapport à ce qu'on a conçu. Donc il faudrait en général tenir compte de tout ça. Quand on fait une modélisation, c'est une approche idéaliste, théorique, idéaliste. Donc le logiciel, quand il va calculer, il va poser des hypothèses idéalistes. Il va nous donner un comportement qui est aussi idéaliste. Mais en réalité, on ne sait pas comment se comporter la structure. Ce n'est qu'à travers les expériences, ce n'est qu'à travers les séismes qui sont apparus dans le monde et qui ont fait des dégâts qu'on a commencé à constater certains effets qu'on ne peut pas prendre en compte dans la modélisation. On peut prendre en compte tout dans la modélisation. Dans la modélisation, c'est aussi un aspect théorique, purement théorique, basé sur les éléments finis, le calcul, certaines hypothèses, matériaux élastiques, structure bien. Mais réellement, une simple défaillance, elle peut conduire à une ruine d'ouvrage, malgré que l'ouvrage a été calculé. Et sachez bien que tous les ouvrages ont été calculés au niveau sismique. Mais quand il y a eu les séismes de Schleff et les séismes de Montmartin, il y a eu des catastrophes. Il y a eu des catastrophes parce qu'il y a eu des pertes de vie humaine, des bâtiments qui ont été mis à terre, malgré que tout a été calculé. Donc le calcul en réalité, c'est une approche très simpliste. Il faut pouvoir affronter quelque chose de calculé. Mais généralement, on a des choses pour le calculer. Il représente un 5e. Si je réalise quelque chose de bien, peut-être que si elle n'est pas calculée, elle peut résister. Parce qu'elle comporte une bonne réalisation, une bonne conception. Une bonne conception peut nous permettre justement d'éviter ce qui se passe quand vous avez une agression sismique. Donc il faut faire très attention. Et bien sûr, au niveau, si je reviens au niveau du DTR, donc c'est le document technique réglementaire, on est toujours sur la version 2003. On va discuter un peu, comme j'ai dit, sur la version 2024. OK? Mais on va essayer de se baser parce que c'est la base du règlement. Généralement, dans ce règlement, vous avez à peu près beaucoup de choses. Il n'y a pas que des calculs, c'est tout. Il y a des conceptions, il parle de la conception aussi. Dans l'ingénieur, il doit être à jour. Dans tous les règlements en général, au niveau conception, il faut bien raisonner dans sa tête. Il parle aussi de ce qu'on doit éviter. Il donne des recommandations. Et tout ça, ça ne rentre pas dans les calculs. On ne rentre pas dans les calculs. Tout ce qui est conception, recommandation, ce n'est pas des calculs, c'est des recommandations qui ont été tirées à partir de l'expérience. C'est à partir de l'expérience qu'on va recommander. On va dire que tel bâtiment a souffert lors d'un séisme. Pourquoi il a souffert? Parce qu'il a ça et ça et ça. Donc on va éviter ça les prochaines constructions. On va les éviter tout ça. Et tout ça, c'est des recommandations qui vont sortir. Donc au niveau des tiers,
vous n'avez pas uniquement le calcul, mais les gens en général s'occupent directement, ils vont vers le calcul. Alors que le calcul, c'est quelque chose de très minime, par rapport à une absorption sismique. Si vous avez une ductilité de 5, l'effort c'est 1/5, la construction, la conception, tout ça c'est les 4/5. Donc les gens s'occupent de 1/5, ils laissent les 4/5. Et ça ne mène nulle part. Le calcul, nos calculs ne mènent nulle part. Dès que vous avez un sisme, vous avez une catastrophe. Parce qu'on s'est basé sur le 1/5, on ne s'est pas basé sur les 4/5. Les 4/5, c'est en dehors du calcul, les 4/5. Le calcul là. On va essayer de voir à peu près au niveau donc l'objet. L'objet généralement de ce DTR, c'est conception et calcul en zone sismique. Donc c'est un document à part, qui est complémentaire. Il n'est pas contradictoire avec les autres règlements. Il est complémentaire, il est table. Il donne d'autres recommandations. Vous avez beaucoup de DTR. Vous avez le DTR, le CPA 93, le CCM 97, etc. Tout ça, ok? Donc vous avez en général beaucoup de documents qu'on utilise. Dans le génie civil, vous avez beaucoup de documents qui vous permettent de calculer, mais généralement, ça, c'est quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que si je suis dans une zone sismique, donc ici, c'est en zone sismique. Dès que vous êtes en zone 0, si on est en zone 0, eh bien, on fait abstraction à ce document. C'est un autre document, on n'utilise pas pour les structures. Donc toutes les structures à partir de la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5, la zone 6, doivent être régies par ce règlement. Ok? Pour des spécifications, surtout les bâtiments. Ici, nous sommes beaucoup plus en bâtiment. Ce n'est pas pour les ouvrages d'art ou les ouvrages exceptionnels. Pour les ouvrages d'art, pour les ponts, les tunnels, etc., vous avez d'autres règlements. Généralement, c'est l'RPOA. C'est le règlement parasismique des ouvrages d'art. Des ouvrages d'art, Mouchéret Fenni. Ici, nous sommes, en général, ça touche beaucoup plus tout ce qui est bâtiment. Donc, tout ce qui est bâtiment en général, on utilise l'RPA. Bien sûr, l'RPA fera l'objet de l'utilisation en complément des autres documents, pas en contradiction, en complément. Généralement, on prendra, si vous avez deux cas de figure, entre deux règlements, et bien vous prendrez le plus défavorable. Vous prendrez toujours le plus défavorable au niveau calcul. Ok? Généralement, quel est l'objectif de tout ça? L'objectif de tout ça, comme on l'a dit, c'est d'éviter la ruine. C'est d'éviter l'objectif de l'RPA 2003. Généralement, c'est d'éviter la ruine. D'accord? C'est d'éviter la ruine et tolérer les dommages. Ok, tolérer les dommages. Donc, tout ce calcul est fait pour justement éviter la ruine et tolérer les dommages tout en, bien sûr, les limitant. Mais limiter les dommages, limiter la limitation. Limiter. Généralement, dans ce document, ça n'existe pas la limitation des dommages. On ne le trouve pas quelque part ici. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour limiter les dommages? Ça n'existe pas. Donc, c'est uniquement quelque chose qui est mis ici. Quand on fait un calcul sismique en général, dans le règlement général, on essaie d'éviter la ruine. Dans le RPA 2024, c'est le même principe qu'il a pris. C'est la limitation des dommages. Mais comment limiter ce dommage? Le problème, c'est comment?
Que doit appliquer l'ingénieur pour limiter les dommages? Qu'est-ce qu'il doit utiliser? Et qu'est-ce qu'il doit vérifier pour limiter? Limiter quoi? Quel dommage on doit limiter? Vis-à-vis des déplacements, vis-à-vis des déformations de la structure, vis-à-vis des contraintes, qu'est-ce qu'on doit limiter? Ça n'existe pas. L'ingénieur, c'est un praticien. L'ingénieur, c'est un praticien. Il doit vérifier quelque chose. C'est un homme de science. Ce n'est pas un homme de philosophie. Des fois, vous trouvez des règlements qui philosophie, il donne une certaine philosophie. Mais comment faire la chose? Quand je dis il faut qu'elle résiste, oui, ça c'est de la philosophie, il faut qu'elle résiste. Mais qu'est-ce que je dois vérifier pour qu'elle résiste? Donnez-moi qu'est-ce que je dois vérifier. Je dois vérifier les contraintes, je dois vérifier le déplacement, je dois vérifier quoi? Donc en général, on met des choses des fois, mais quand on rentre dans le document, on ne trouve pas cette limitation de dommage. On ne trouve pas, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la calculer. Que je vais faire moi? Je sais que je dois éviter bien sûr l'effondrement, je le sais, tout ça. La ligne, c'est donné. On doit vérifier la résistance du matériau, on doit vérifier le renversement, on doit vérifier le glissement. On doit vérifier beaucoup de choses pour éviter la ruine. On va éviter au niveau matériaux, résistance des matériaux, des éléments structurants. Ils doivent résister donc, à tout ça. On doit vérifier la stabilité, donc il ne faut pas qu'il y ait de renversement de la structure, pas de glissement de la structure. Mais limiter les dommages, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérification de limitation de dommages, ça n'existe pas. C'est de la philosophie, tout ça. On doit créer une vérification. L'ingénieur doit vérifier quelque chose. Il doit avoir une équation qu'il doit vérifier. Il ne peut pas vérifier philosophiquement. Ce n'est pas un philosophe, l'ingénieur. C'est un praticien. Ok? Donc ici, vous avez en général, ça c'est les mêmes objectifs. C'est les mêmes objectifs en général, c'est les mêmes objectifs. Bien sûr, là, il parle d'une rigidité. Quand on parle de rigidité, c'est pour limiter les déplacements de la structure. Rien que F égale à Kx. Donc F, généralement F égale à Kx. Et je sais que le déplacement X, donc c'est égal à F sur K. K représente la rigidité. D'accord? Elle représente la rigidité. Donc là, il parle de deux choses. C'est bien, on doit avoir une rigidité pour éviter les grands déplacements dans la structure. Parce qu'on avait dit avant que des structures souples ont un bon comportement sismique, elles ont un bon comportement sismique, mais elles donnent des grands déplacements. Leur inconvénient, c'est que la structure a de grands déplacements. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum. Il faut qu'il y ait un minimum de rigidité. Il faut qu'il y ait un minimum de rigidité. Donc, généralement, ce minimum sera défini par quoi? En général, sera défini par un déplacement. Il sera défini par un déplacement max à ne pas dépasser. Donc, dans une structure, vous aurez toujours des déplacements max à ne pas dépasser. Comme pour une flèche de poutre ou une flèche de plancher. On doit limiter la flèche de ce plancher-là pour une bonne exploitation. On ne peut pas tolérer que le plancher fléchit à 20 ou à 30 cm. Malgré que ça ne va pas nuire à la résistance du plancher. Il va fléchir tout en ayant une bonne résistance. Mais la flexion ne nous arrange pas. Il faut donc augmenter la rigidité de mon plancher pour pouvoir limiter les déplacements. Les déplacements sont très limites dans les planchers. Ils sont de l'ordre peut-être de L sur 500, la portée sur 500. Si vous avez 5 mètres de portée, vous avez une flèche tolérée qui est de 1 cm. Donc les 1 cm, il n'a pas de relation avec la résistance. La résistance, c'est autre chose. Mais on doit limiter dans les planchers, on doit limiter les déplacements de mon plancher, les flèches de mon plancher. Et bien la même chose dans le structure. Généralement, quand vous avez un séisme en général, c'est des déplacements latéraux, Donc vous avez des déplacements, ce n'est pas des déplacements verticaux. Vous avez des déplacements quand on parle de rigidité ici. C'est-à-dire que vous avez dans une structure, vous pouvez avoir n'importe quel structure. Donc vous allez avoir des déplacements, des déplacements à chaque niveau, x1, x2,
Ok? Et donc, quand on parle de rigidité, c'est la limitation. On doit limiter les déplacements. On doit les limiter les mains. On doit limiter. On doit limiter les déplacements. Donc, le règlement nous donne des limites de déplacement. Le règlement nous donne des limites de déplacement qu'on ne doit pas dépasser. Donc, il faut que je reste dans cette limitation-là. Donc, la rigidité doit me permettre de limiter ces déplacements. Ce n'est pas une rigidité pour rigidité. On avait dit que la rigidité, elle est contraire au principe sismique. En général, une structure souple, elle est plus adaptée à un séisme. Mais l'inconvénient d'une structure souple, c'est ses déplacements que je dois limiter. Et donc, je dois avoir une rigidité minimum qui me permette de limiter mon déplacement. Donc, vous allez avoir toujours une compatibilité entre la rigidité et le déplacement. Dans la rigidité, le seul critère de rigidité, c'est le critère de déplacement. C'est le seul critère. C'est le déplacement. La rigidité ne sert qu'à la limitation du déplacement. Elle n'a pas un autre ordre. Elle n'a pas un autre ordre. Ok. Et bien sûr, d'une résistance. Le calcul, là on revient dans le calcul standard, connaissant les moments créés par le séisme, le déplacement, connaissant les effondrements, connaissant tout ça, on peut donc calculer la résistance de tout élément dans le cadre d'une action sismique. Ok. Donc, bien sûr, le troisième paramètre justement, c'est une ductilité, une capacité de dissipation d'énergie adéquate. Ok, on avait parlé de tout ça. Donc généralement, la structure doit être ductile pour dissiper l'énergie absorbable, transformée en d'autres chaleur, etc. Pour permettre justement à la structure de subir des déplacements inélastiques. Ici, en rentrant en plastification. Ok, avec des dommages limités et sans effondrement, ni perte de stabilité face à un séisme majeur plus grand. Ça, c'est l'objectif des règles parasismiques. C'est l'objectif des règles parasismiques. Donc, vous avez toujours une rigidité minimum. Il faut qu'il y ait une résistance suffisante. La limite des dommages sera en limitant les déplacements. Ok? Une ductilité, une capacité de dissipation d'énergie adéquate pour subir donc des déplacements inélastiques, donc en notre classification, sans effondrement ni perte de stabilité face à un séisme majeur. Ça, c'est l'objectif de ces règles-là. Le domaine d'application, tout règlement, il a un domaine d'application. Tout règlement a un domaine d'application. Donc, il ne faut pas appliquer bêtement. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on va appliquer et est-ce que notre bâtiment est soumis à ce règlement ou non. Quels que soient les règlements, que ce soit dans le code, que ce soit les EPR en général, on doit toujours voir est-ce que ce document est applicable dans notre situation. Donc ici, vous avez toujours un domaine d'application. Généralement, il vous donne les présentes règles sont applicables à toutes les constructions courantes. Toutes les constructions courantes. Par contre, elles ne sont pas directement applicables aux constructions telles que. Donc, il vous donne l'interdiction. Construction et installation pour lesquelles les conséquences, même légères, peuvent être d'une exceptionnelle gravité. Rotoral. Où il donne quelques exemples, centrales nucléaires, les installations gaz naturel liquéfié, les installations de fabrication et de stockage de produits inflammables qui sont dangereux, les explosifs, les produits toxiques, polluants
les ouvrages d'art, les barrages, les ouvrages maritimes, les ponts, les tunnels, les réseaux et ouvrages enterrés. Eh bien, ici c'est l'exception. Donc ce règlement est appliqué pour les constructions courantes. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vous êtes dans une construction courante. Ok. Pour ce type de construction, il y a de se référer à d'autres recommandations beaucoup plus spécifiques, telles que leur POA ou leur entrechoc. On peut même des fois utiliser tout ce qui est dans le record. Par ailleurs, sismicité, donc pour sismicité 0, n'est pas applicable. On n'applique pas là pour la sismicité 0. On applique les autres règles en général. Ok. Définition. On va essayer de voir quelques définitions qui nous permettent à peu près de comprendre le règlement, parce qu'il parle toujours de ça. En général, c'est des mots qui sont très utilisés. Donc, construction courante, définition, toute construction dont la ruine ne peut avoir des conséquences sur l'environnement, hormis les apports immédiats. Donc, des effets sur lui-même, ou sur un environnement juste immédiat. Déformation élastique. Donc, ici, dans le domaine élastique, c'est des déformations réversibles qui disparaissent après une suppression des charges qui ont provoqué. On est en élasticité, charge et décharge. Déformation post-élastique, c'est-à-dire dans déformation plastique. Déformation irréversible ici. La structure reste déformée. Ok, on rentre dans ce qu'on appelle la ductilité. Bien sûr, avec dissipation d'énergie. Quand on rentre en classification, il y a automatiquement dissipation d'énergie. Diaphragme. Diaphragme, c'est quelque chose de très rigide dans son plan. Très rigide. Elle ne se déforme pas. On peut considérer qu'elle est indéformable. Imaginez un plancher. Imaginez vous avez un plancher. Imaginez vous avez un plancher. Imaginez un plancher. Dans le plan. Imaginez un plancher dans le plan de dimension 10 par 20 ou bien 10 par 15. Dans son plan, il peut si on est ici, il peut fléchir le plancher ici. Il peut fléchir. Mais ici, est-ce qu'il peut changer de dimension? Est-ce qu'il peut devenir comme ça? C'est impossible. Ok, il va rester tel qu'il est. L'angle droit restera droit. C'est indéformable. C'est des planchers qui sont indéformables. Indéformable dans le plan. Indéformable. Il va bouger dans le sens X, il va bouger dans le sens Y. Ok? De là, tous les points vont bouger de la même façon. Tous les points sont liés rigidement. Il peut tourner aussi, il peut tourner. Dans son ensemble, il peut tourner. Autour de l'axe Z. Il peut tourner autour de l'axe Z. Donc en général, tous les points sont liés ici. On peut se plancher, quand il est rigide, quand il est infiniment rigide dans son plan, il peut fléchir, il peut fléchir dans ce sens-là. Mais dans la forme en plan, elle restera toujours comme ça, avec les mêmes dimensions, 15 et 10. Pas de changement d'angle. C'est comme une table. Elle est rigide dans son plan. On la fait bouger, elle bouge dans son ensemble. Je peux presser dessus, elle va fléchir. Mais dans le plan, comme le plancher ici, dans le plan, ça restera toujours tel qu'il est. Le plan ne bouge pas. Donc il est infiniment rigide. C'est-à-dire ici, l'hypothèse ici, c'est que tous les points, je peux remplacer tout ce plancher par un seul point, qui est le centre de gravité de ce plancher. Donc je peux assimiler tout ça à un simple point. C'est le centre de CG. Si vous avez votre plancher, donc je peux représenter le plancher par un centre de gravité. G. Donc G aura X, Y. Et Z aussi. En fonction,
si vous avez un bâtiment en élévation. Donc vous allez avoir chaque plancher sera défini par X, Y, Z. Mais c'est pour ça qu'on représente. Avant, là, comme j'ai dit que j'ai mis ça. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que les planchers sont rigides. Et c'est pour ça que j'ai remplacé l'ensemble de ce plancher tridimensionnel, je le remplace par la masse appliquée au centre de gravité de l'élément. Et je peux donc le rendre simple. Voilà. C'est pour ça qu'on fait comme ça pour la modélisation. Mais si votre plancher n'est pas rigide, vous allez avoir un problème. Vous ne pouvez plus concentrer au niveau de la masse. Vous n'avez plus un seul. Ici, combien de degrés de liberté j'ai 3 degrés de liberté. C'est dans chaque. Le plancher a 3 degrés de liberté dans le cas sismique. Il peut se déplacer selon UX, il peut se déplacer selon UY, il peut tourner rotation autour de Z. C'est la seule possibilité. Et donc, dans un plancher, nous avons 3 degrés de liberté. Vous êtes dans 3 DDL, 3 degrés de liberté. Un déplacement sur la X, un déplacement sur la Y, et une rotation autour de l'axe Z. Et ceci ne peut se faire que si le plancher est rigide. Imaginez que vous avez un plancher non rigide. Imaginez par exemple votre plancher, et c'est pour ça qu'il faut être attentif. Il faut être attentif il faut déjà, quand vous voyez déjà vos plans, il faut déjà que vous voyez est-ce que vous êtes en présence d'un plancher rigide ou non. Malgré que, on verra, imaginez vous avez un plancher en béton armé, un plancher en espace, donc de dimension A et B, et que vous avez un vide à l'intérieur. Vous avez vide ici. Est-ce que votre plancher est rigide? On ne le sait pas. Parce que le vide, c'est bon, s'il y a du vide. Donc tout ça, c'est de la matière. C'est de la matière. Mais à l'intérieur, vous avez du vide. Et donc, je ne sais pas, a priori, est-ce qu'il peut bouger comme ça? Je ne le sais pas. Peut-être que c'est vrai. Peut-être, parce qu'il n'a pas de rigidité. Peut-être qu'il peut bouger comme ça, celui-là. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Il semble qu'il a moins de rigidité. Il a moins de rigidité. Ok? Il est moins rigide. Et généralement, je dois vérifier a priori. Bon, le règlement parle des conditions. Le règlement, par exemple, il dit que, par exemple, l'Européen en référendum, il donne un certain pourcentage de vide par rapport au global. Si votre plancher comporte un pourcentage par rapport au global, vous pouvez considérer que votre plancher est rigide. Généralement, je crois à 15%. Ça, c'est inférieur ou égal à 15% de A total, de la section totale. Le vide, on le verra là. D'accord? Le vide, si le vide ne représente qu'une valeur inférieure à 15%, on peut considérer que notre plancher est rigide. Mais quand il dépasse les 15%, l'hypothèse n'est plus exacte ici. L'hypothèse n'est plus exacte. Donc, le modèle ne sera pas la même chose. D'accord? Même si vous avez, je vais être, même les 15%, et des fois, elles ne sont pas très représentatives. Parce que les 15%, je peux les mettre comme ça. Imaginez que vous avez un vide. Imaginez que vous avez un vide comme ça. Imaginez que vous avez un vide comme ça. Ici, voyez la liaison entre les deux ici. Elle est très petite. Elle est très petite, la liaison. Elle est très petite. Ici, c'est sûr, notre plancher ne sera pas rigide. Il est impossible qu'il soit rigide. Cette partie-là, elle peut se déformer par l'autre. Ok? Et vous avez ici, je ne peux plus parler de déconcentration au niveau de G. Ici, je vais traiter comme si j'avais 2G. Je vais avoir une masse ici, un A, une masse ici,
Un 2. Un 2. Je ne veux plus modéliser ça avec une seule masse, malgré le vide. Je vais la modéliser avec une seule masse. Ça devient faux ici. Parce que mon plancher est plus rigide ici. Et donc vous voyez que ma modélisation n'est pas exacte. Le modèle que je vais utiliser, quelqu'un qui va modéliser ça comme ça. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que vous avez ici, vous avez deux masses, deux degrés de liberté qui sont reliés par une raideur ici, car elle n'est pas suffisante de la liaison pour permettre la non-déformation. Donc il faut toujours être attentif. Il faut toujours être attentif. Et bien les gens, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça, c'est comme ça. Donc il va faire le modèle comme ça, il va calculer comme ça. Et dès qu'il est incise, les premières choses qu'ils vont sauter, c'est ça. Elle va déjà être complètement enlevée. Elle va être cisaillée. Et vous allez avoir ensuite un comportement aléatoire. Vous allez avoir deux masses qui vont se comporter dans un état. Et on peut trouver ça. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été conçus comme ça. Il y a beaucoup de bâtiments. Il y a par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, surtout quand vous avez une cage d'ascenseur avec une cage d'escalier. Le vide, ce n'est pas toujours le vide. Ça peut être une cage d'ascenseur, une cage d'escalier. Il y a beaucoup de bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça. J'ai vu beaucoup de bâtiments qui sont comme ça. Vous avez un bâtiment comme ça. Surtout à l'ADN. Surtout à l'ADN. Et là, vous avez la cage d'escalier, plus l'ascenseur, qui sont des vides. C'est complètement faux. Le modèle simple avec une seule masse, il est complètement faux. Ici, notre plancher n'est pas du tout rigide. Et vous avez le point faible, ce sera la connexion ici. C'est le point faible. Vous avez deux masses. Le premier risque, quand il y a séisme, la première des choses qui va sauter, c'est la liaison entre les deux planchers. C'est cette liaison-là. Elle va s'écraser, elle va s'écraser, elle va s'écraser. Et ce modèle-là, c'est complètement faux. Parce qu'ici, nous avons deux masses. Deux masses. Ce n'est pas un modèle simple ici, avec une seule masse. Parce que le plancher n'est pas rigide ici. Le plancher n'est pas diaphragme ici. Le plancher n'est pas un diaphragme. Ce n'est pas un diaphragme rigide. Il est flexible, il est souple ici. Il peut se déformer. Il peut se déformer. Parce qu'il est vide ici. Ascenseur plus cage d'escalier. Parfois il est par une petite dalle ici. Et la poutre ici, peut-être la poutre ici. Donc si je fais comme ça, la première, quand il y a séisme, quand il y a mouvement, les deux masses vont bouger indépendamment, parce qu'ils ne sont pas liés. La première des choses qui va sortir, c'est justement. Et bien si, dans le modèle, ça n'a pas été faux ce modèle-là. Ce modèle, c'est complètement faux. Ici, vous avez un modèle à deux masses, qui sont reliées par des rigidités, c'est tout. Et ces masses-là vont bouger indépendamment. Elles vont bouger comme ça. Elles vont bouger comme ça. Donc il faut calculer ce qui se passe ici. Il faut calculer ce qui se passe ici. Ici, dans la modélisation, c'est complètement faux de considérer que ce plancher est rigide. Oui, ça c'est rigide. Ça c'est rigide. Ça c'est une première rigidité. Ça c'est une deuxième rigidité. Et là, vous devez avoir, pour la modélisation, généralement, on doit avoir un modèle à deux degrés de liberté. À deux masses. Un modèle à deux masses. C'est un modèle à deux masses. Une première masse, une deuxième à deux masses. Vous avez un modèle à deux masses qui sont reliés par une certaine raideur. C'est comme ça que ça va bouger. Vous n'avez pas la même chose. Ça peut être de bas en haut. Puis chaque niveau, vous allez avoir ça. Puis chaque étage, vous allez avoir ça. Ah, le modèle réel. Ah, le modèle réel. Ici, c'est la rigidité qui représente ces éléments-là.
ces éléments. Donc il faut être très attentif à tout ce qui est diaphragme. Donc généralement ça peut être un plancher horizontal, ça peut être quelque chose de vertical aussi. Ça peut être aussi un diaphragme. Ok. Tel que par exemple les remplissages, c'est un diaphragme ici par exemple, c'est très rigide, donc ça peut être un diaphragme. Mais ne laisse pas la structure se déplacer parce qu'il est à l'intérieur. Ok, ça peut être aussi quelque chose de métallique aussi. Vous avez le terme d'utilité, on l'a vu aussi, c'est la capacité de dissiper, du matériau de dissiper de l'énergie. Ok. On peut aussi, la définition d'éléments non structuraux, on peut trouver dans nos zones, parce qu'on va faire une différence entre les éléments non structuraux et les éléments structuraux. Vous avez des éléments dans la structure qui ne sont pas structuraux. Et vous avez des éléments qui sont structuraux. Ici, vous avez les éléments non structuraux. Généralement, c'est les éléments qui n'ont pas de fonction porteuse. Ils n'ont pas une fonction porteuse, mais ils osent. Tel que par exemple les croissants, les acrotères, les ovins, les ovins qui couvrent un console de rein, ils n'ont pas une fonction porteuse dans la structure, ils sont portés dans la structure. Donc, d'un point de vue comportement sismique, ils ne supportent pas le séisme. Ils doivent le supporter individuellement, mais ils ne font pas partie de la structure qu'elle. Par exemple, un escalier ici, il a une fonction porteuse. Un escalier, il a une fonction porteuse, parce qu'il porte les personnes qui vont monter. Mais est-ce qu'il a une fonction sismique? Non, il n'a pas de fonction sismique. Ok. Et vous avez les éléments structuraux. Les éléments structuraux, vous avez les éléments principaux, ok. C'est les éléments porteurs faisant partie du système de contre-portement. Ils font partie du système de contre-portement. Les poteaux, les poutres, les planchers, les voiles, les murs. Ok? Tout ce qui sert à éviter l'effondrement, à résister face à un séisme, c'est un élément principal. Les éléments secondaires, c'est des éléments porteurs qui ne font pas partie du système de contre-portement, tels que les escaliers par exemple. On peut aussi les classer comme étant des éléments secondaires. C'est des éléments porteurs ne faisant pas partie du système de contre-portement. Mais je me décris pour la stabilité sismique. Ok? On parle aussi de faille. On a défini la faille, c'est la faille active, c'est là où il y a la fissure du sol. Ok? Qu'on peut détecter. Donc le sol est fissuré, la fissure existe déjà. Peut-être qu'elle va subir une autre fracture. Donc tout ce qui est délimitation, nous connaissons les failles, c'est ce qui sont passés déjà. Et on peut, par la prospection sismique, connaître quelques failles, généralement. Okay. On parle aussi d'instabilité élastique, que ce soit sous forme de flambement, de déversement dans les poutres, de blocage dans les plaques, etc. De voilement d'éléments, de parois élancées, comprimés ou cisaillés. Les poteaux, les poutres, les voiles, les barres de contre-portement, les arbres. On parle aussi de l'équifaction d'un sol. Il y a des sols qui sont. Il y a certaines catégories de sols. Justement, le RPA 2024 est bien par rapport à l'RPA version 2003. Ils sont bien traités dans l'RPA 2024. Il y a des sols qui ont une caractéristique, ce qu'on appelle en général, c'est des sols, généralement c'est des sols fins. Ça traite des sols fins en général. Et en même temps, il y a de l'eau, quand vous avez de l'eau, en présence d'eau. Quand vous avez des sols fins en présence d'eau, si vous avez un sol constitué d'éléments fins, même en profondeur, et où vous avez de l'eau, vous avez une nappe phréatique. Ok? Lorsqu'il y a une action sismique, sous l'effet de vibration,
sur les fils de vibration, et bien le milieu maintenant devient liquide. Le milieu devient liquide. Et quand il est liquide, qu'est-ce qui se passe? Tous les éléments solides vont descendre. C'est comme si vous jetez un gravier dans de l'eau. Donc si le milieu devient liquide, et ça se passe en général dans les bétons, surtout lors de la vibration. Quand on vibre les bétons, il ne faut pas vibrer pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de liquéfaction du béton. Puisque vous avez des éléments fins, tels que le ciment, le sable, dès que vous mettez le vibrant à l'intérieur, ça pourrait, si vous mettez une vibration intense, si vous laissez dans le temps, et bien le béton peut être liquéfié, ou il est liquide. Et quand il devient liquide, les agrégats et le sable vont descendre en bas. Et vous avez une ségrégation. C'est la même chose ici. Il y a des sols qui deviennent liquides. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction des sols. Et quand le sol, imaginez un sol où vous avez dessus, où vous avez construit un bâtiment. Vous avez un bâtiment dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Si le sol devient liquide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les bâtiments vont pénétrer. Sur l'effet de la liquéfaction, donc le sol va devenir plus ou moins liquide, il va perdre de sa résistance, et nous avons tendance à ce que le bâtiment va pénétrer. Il va pénétrer dans le sol, il va pénétrer. À être là, à être dans le sol. Être dans le sol, ça se pourrait qu'il entre verticalement, et ça se pourrait aussi. Il mène aussi dans le sol. Si le centre de gravité terre n'est pas vraiment juste, il peut complètement tourner tout en pénétrant dans le sol. Ça, c'est des sols qui sont très très dangereux. Bien sûr, ils vont faire l'objet, c'est les sols en général considérés comme E. C'est à partir de DE. Nous avons les sols A, B, C, D et E. Et là, quand on rentre dans le E, on devient un peu, ça devient un peu spécifique. Là. Ça devient un peu spécifique, surtout vis-à-vis de la liquéfaction des sols. Ok, donc il y a tout un chapitre qui traite de la liquéfaction des sols et comment donc, on va vérifier cette liquéfaction et comment ensuite il va renforcer ou éviter ce type de sol. Surtout quand vous avez des zones de très forte sismicité. Les méthodes de calcul aussi, vous avez ici, on achète deux méthodes, la méthode par spectre, où on détermine l'amplification par la méthode spectrale. Chef dans la méthode par accélérogramme. Il y a aussi une méthode qui est très très simple aussi. C'est ce qu'on appelle la méthode, c'est l'équivalent du statique. C'est comme si j'applique à la structure des effets statiques et je calcule simplement en changeant le déplacement en face. Je sais que j'ai des déplacements de ma structure. Donc il y a une méthode qui me permet de faire un calcul, ce qu'on appelle là, c'est un calcul en général très simple. Là, c'est un calcul très simple. C'est un calcul très simple. C'est l'équivalent, c'est une méthode statique. Équivalente. Elle est équivalente, c'est-à-dire les forces sont tirées à partir de l'amplification dynamique. Mais elle restera toujours une méthode simple par rapport à la méthode qui prend en compte les spectres de réponse et par rapport à la méthode aussi par accélérogramme qu'on a. Donc il y a trois méthodes ici. Vous avez ici tout ce qui est mur de contre-comptement. C'est des éléments très rigides. Donc maintenant on rentre dans la rigidification. Les voiles c'est quelque chose de très rigide. Ossature, quand on parle d'ossature en général, une ossature, c'est en général poteau-poutre. Ok, sont constitués de poteaux-poutres. On parle d'ossature, c'est une ossature. Quand on dit c'est une ossature, ça doit nous laisser penser à quelque chose en poteau-poutre. Il n'y a pas de voile, il n'y a que des poteaux-poutres. C'est-à-dire, ossature en général, c'est quelque chose, c'est une structure souple, c'est une structure flexible. Ce n'est pas comme une structure où j'introduis des voiles. Quand j'introduis des voiles, je rentre dans une structure qui est rigidifiée. J'ai donné une rigidification à la structure. Axe, contrairement à une structure en ossature. Bien sûr, on parlera
d'ossature autostable, elle est autostable, c'est-à-dire que quand elle est sollicitée par le séisme, elle reprend le séisme à elle seule. Elle n'a pas besoin d'éléments de rigidification. Donc un élément, une structure en poteau-poudre, elle peut reprendre les forces sismiques aussi. Elle peut reprendre aussi les forces sismiques. Bien sûr, elle va prendre des faibles défenses sismiques, elle va avoir des déplacements très très importants qu'il va falloir faire attention. Il est limité, mais elle peut reprendre à elle seule, sans faire appel à des éléments de rigidification, tout ce qui est sismique. On peut trouver des bâtiments en carrément poteau-poudre, sans bois. Donc c'est une structure auto-stable. Elle est auto-stable. Elle n'a pas besoin d'une rigidification. Ok? Donc ici vous avez les éléments, ce qu'on appelle autostable. Donc quand on dit que c'est un bâtiment autostable, ça veut dire qu'il n'y a pas des éléments de rigidification. Il n'y a que des poteaux et des poutres en général. Vous avez aussi, on peut avoir, voilà, une ossature contreventée. Donc elle est plus autostable. C'est une ossature dont on a rajouté un élément de rigidification, tel qu'un voile. Ok? Voile, des murs, des palais, si nous sommes en charpente, des palais triangulaires, qui doivent reprendre les formes horizontales. Les palais de stabilité triangulaires, structure contreventement tri, dont les éléments sont soumis à des efforts action. Ça, c'est une partie un peu de la charpente. Portique, cadre rigide. La même chose, suppose structure composée de poteaux et de poutres rigidement liées. C'est le cas de la charpente aussi. On parle aussi de protection parasismique, niveau minimal de protection, accordé à l'ouvrage en fonction de cette situation. Rupture de ductilité, c'est une rupture précédée de déformation irréversible installée à la différence d'une rupture fragile qui est soudaine et quasi instantanée. Donc il y a une rupture ductile qui se passe après plastification, ou qu'il y a une rupture avant plastification. Et là, on rentre dans la fragilité. On rentre dans la fragilité. C'est-à-dire vous avez par exemple une structure. Vous avez en termes de comportement F, X, déplacement. Vous avez une structure qui fait ça. Voilà. Ici, vous avez la rupture. C'est la rupture. Ici, nous sommes dans le cas de fragile. C'est fragile ici. Parce qu'il n'y a pas de ductilité ici. Ici, vous avez, on peut avoir une autre structure, qui fait ça. Voilà, vous voyez ici, vous avez une autre rupture. Mais c'est une rupture qui s'est passée pour une certaine ductilité. Donc ici, c'est une rupture ductile. Elle nous prévient avant qu'elle ne se passe. Je suis prévenu avec des grandes déformations. Donc j'ai le temps de me sauver. Contrairement à une rupture fragile, vous n'allez pas le sentir. Elle va tomber directement sur votre tête. Donc tout ce qui est fragile, c'est pas bien. C'est interdit en général dans le cas sismique. Tout ce qui est fragile, c'est interdit. On ne tolère pas des structures fragiles. Généralement, toutes les structures doivent être ductiles pour pouvoir justement essayer donc au moins de sauver les vies humaines. Ok? Et vous avez rotule, c'est la partie où vous allez avoir la classification. C'est la partie, parce que la classification ne va pas se passer dans toute la structure. Imaginez par exemple, vous avez un élément poteau-poteau. Imaginez, on a vu le calcul car la méthode exposée dans le BAML. On a vu déjà quand vous avez des forces horizontales. Qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que les moments en général sont de cette allure-là. Les moments sont de cette allure-là. Les moments sont comme ça en général. Les moments sont comme ça sous charge horizontale. Donc si vous avez, on peut voir ici. Ici nous avons, c'est un max ici. Ici c'est un max. Ici c'est un max.
Ici, c'est un max. Ici, c'est un max. Ok? Donc, tout ça, c'est généralement, c'est des M maximum. Donc, généralement, on peut voir que s'il y a plastification, ici c'est presque zéro, on ne peut pas se plastifier. Donc, dans le cas des charges horizontales, les points les plus sollicités, c'est les nœuds. C'est les nœuds de la structure, on peut voir ici. C'est les nœuds de la structure. C'est les nœuds. C'est les nœuds de la structure. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Donc, la plastification, dans le cas où vous avez un séisme en général, la plastification dans les ossatures, généralement, c'est dans les nœuds, où il y a la connexion poteau-poteau. Si par exemple vous avez un élément voile, si vous avez un élément sous forme de voile, un élément encastré à la base, et vous avez les efforts ici, vous allez avoir ça, le moment. Si je décide le moment sera ça en général. Donc il sera max quelque part ici. Il est max ici le moment. Donc la première zone de classification, la zone de classification, c'est cette zone-là. C'est ici. C'est ici la zone de classification. Ce n'est pas ici. C'est la base qui va se classifier. Ici, c'est les nœuds qui sont classifiés. Donc ici, on parlera en général de ce qu'on appelle une rotule plastique. C'est une rotule qui est rentrée en plastification. Ce n'est pas une rotule libre. C'est une rotule de plastification. Elle se plastifie, mais avec une certaine résistance. C'est un contour. Ce n'est pas une cassure, elle devient. Il y en a, c'est un déséquilibre, elle ne prend rien du tout. Mais elle doit résister. C'est une formation de rotule plastique, mais elle a une certaine résistance à sa déformation. C'est ce qui lui permet donc de résister. On parlera aussi de séisme modéré, va échouer en général avec une manualité le règlement RPA 2024 elle est bien définie, avec un maximum de 5,5 Richter, donc il a magnitude. Séisme majeur en général, on parlera de séisme max qui peut aller jusqu'à 6,5 à 7 de magnitude. Le site, c'est le terrain où on va implanter notre ouvrage. Le spectre de réponse, donc c'est le spectre, on l'a vu déjà, on a traité le spectre. Stabilité dans le centre, ici je parle de la stabilité globale de l'ouvrage, d'un bâtiment. Généralement, c'est le renversement et le glissement. Vous avez possibilité de mouvement par rotation. C'est-à-dire on perd l'équilibre statique, c'est quand il y en a l'équilibre statique, sous l'effet des charges horizontales, et que le bâtiment peut se renverser, ou bien il peut glisser, il peut se déplacer. Donc il faut vérifier tout ça par rapport au sol. La stabilité de forme, dans les éléments surtout dans les contours, là, dans les poutres, on peut avoir des flandements. Dans les voiles aussi, on peut avoir des voilements dans le sens latéral, parce que le voile est très rigide, hein, et il est mince. Hein. Donc il peut flamber dans l'épaisseur mince. Okay? Stabilité, donc on peut parler de structure dissipative, on a parlé de la dissipation de l'énergie. Donc comme je dis dissipative, c'est-à-dire c'est une possibilité de déformation plastique dans les matériaux, sans conduire un mécanisme de ligne. Système de contre-ventement, c'est tout ce qui assure la stabilité vis-à-vis du séisme, c'est-à-dire les faces latérales, c'est contre le vent en général, contre le vent. Donc contre-ventement, c'est tout ce qui assure la stabilité sous charge horizontale, pas charge verticale, horizontale. Voile de contre-ventement, donc c'est des murs en béton armé, rigides en béton armé, destinés à rigidifier la structure pour ne pas créer des grands déplacements. Ok? Et en même temps, on va prendre toutes les charges et les transmettre l'information. Les zones critiques, voilà, les zones critiques, donc ça c'est des zones critiques. Toutes ces zones-là sont des zones critiques. Les zones dissipatives,
Les zones, c'est la même chose, c'est les zones où il y a plastification, donc dissipation d'énergie. Ok? Les zones sismiques, c'est les parties définies par le règlement concernant donc, toutes les wilayas. C'est le zoning, c'est la carte sismique de l'Algérie. Ok, maintenant. Voilà, je vais arrêter ici le premier cours.